Alors, je tiens à dire que j'ai demandé à présenter le livre de Joël Fontaine sur la guerre civile grecque, parce que je considère que c'est un livre qui devrait être pratiquement de lecture obligatoire au lycée. Évidemment, j'ai été prof du secondaire, donc j'ai été habituée au manuel, éventuellement même au bon manuel. Il y en a eu, rarement, mais il y en a eu. Et je suis très frappée par la qualité de cette synthèse, qui d'ailleurs est conforme à cet égard à la précédente synthèse, puisqu'il succède à un ouvrage qui portait sur la période 41-46, qui était excellent. Alors je vais, comme il faut évidemment laisser le temps à la présentatrice, je vais dire ce que je trouve remarquable. D'abord, je le disais, c'est une synthèse, une vraie synthèse et une bonne synthèse, qui montre ce qu'on peut tirer de la bibliographie, qui tient compte de la bibliographie. Enfin, moi, j'ai été en particulier, évidemment, très touchée par la référence faite à un très remarquable américain qui s'appelle Lawrence Whitner, et dont je considère que le livre de 1982 n'a pas de supérieur, qui, si on le traduisait, s'appellerait l'intervention américaine en Grèce. Et ce qui est très frappant, c'est deux choses en particulier qui ont nourri cette synthèse. Joël Fontaine s'appuie sur une bibliographie grecque remarquable, récente, très récente. Et puis, j'y ai été très sensible, étant donné l'habitude que j'ai des fonds du Quai d'Orsay. Elle a consulté des fonds du Quai d'Orsay et elle montre l'intérêt de ces fonds du Quai d'Orsay qui valide l'idée que quand même les diplomates sont des bons informateurs de leurs États. Et je terminerai en disant à quel point c'est un ouvrage indispensable pour comprendre un des éléments clés de ce qu'on appelle la guerre froide, c'est-à-dire peut-être un des éléments qui éclaire le mieux la nature de l'impérialisme britannique d'abord, de l'impérialisme américain ensuite, vraiment d'une manière remarquable. Moi, j'ai toujours eu l'impression, je l'ai plus encore à la lecture de Joël, qui comprend ce qui s'est passé en Grèce entre, disons, 1942-1943 et la défaite des révolutionnaires grecs, comprend la nature de l'impérialisme. Et c'est aussi pour ça que ce livre est un livre très important. Il y a là, par exemple, des images effroyables sur le camp de concentration de Macronissos, et je rends hommage d'ailleurs à la retenue dont fait preuve l'auteur. Il faut avoir beaucoup de talent pour cacher son indignation. C'est un livre d'histoire excellent, et je voudrais le dire, et là je le dis finalement comme marxiste, c'est un livre qui pose des questions politiques de manière sans déroger à son métier d'historien, de manière vraiment intelligente, qui s'interroge sur ce que c'est qu'une défaite, une victoire, une défaite, leur cause. Enfin voilà, ça montre à quel point notre système scolaire, il y a quelques décennies, et je ne le dis pas simplement pour rendre hommage aux vieux, à quel point notre système scolaire en France a été capable de forger des intellectuels de grande qualité, de très grande qualité. Et il y a deux choses qui ont empêché les intellectuels de mettre en œuvre ces qualités, en tout cas à l'université. C'est d'une part évidemment la destruction de notre système d'enseignement, aussi grave en histoire qu'en maths et en français. Et c'est le fait que les historiens, pour réussir aujourd'hui, doivent passer par des épreuves politico-idéologiques qui sont le garant des carrières, mais qui sont la ruine de la discipline historique. Voilà, je vais laisser maintenant
l'auteur nous présenter tout ça. Ben merci, merci Annie, merci au Café Marxiste de m'avoir invitée. Et donc, je vais donc essayer de vous donner une idée de cette guerre civile grecque, sujet très peu connu en France. Alors, quand en France on évoque la guerre civile grecque, on pense surtout à l'insurrection des partisans au cours des années 46-49. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a servi de prétexte à Truman en mars 1947 pour lancer sa fameuse croisade contre soi-disant l'extension du communisme à travers le monde, et donc plus particulièrement en Grèce. Mais dans les manuels et dans les essais historiques, en France tout au moins, puisqu'aux États-Unis, il y a des choses qui sont meilleures tout de même, parmi les historiens dits révisionnistes, ou par exemple Whitner, dont vient de parler Annie, on se garde bien d'en dire plus, c'est-à-dire on dit simplement, oui, Truman intervient parce qu'il y a une révolution communiste en Grèce. Et les manuels se gardent bien d'expliquer pourquoi cette insurrection et surtout de préciser ce qu'est l'État grec. Parce que normalement, ce que dit Truman, c'est qu'il faut aider, il faut se porter au secours des nations libres et indépendantes. Or, comme exemple de nation libre et indépendante en 1947, c'est certainement pas la Grèce qui est en fait un État fasciste à l'époque, disons-le clairement. Alors, évidemment, on comprend pourquoi il n'y a pas ces précisions, parce que ça irait complètement à l'encontre du narratif bien connu, qui est tellement établi qu'on ne cherche même pas. Ça va de soi, quoi. Voilà. Sur la nécessité de se porter au secours des nations libres contre la progression du communisme, etc., etc. Je veux dire que ce chapitre d'histoire, ça passe comme une lettre à la poste dans les programmes. Normal, Truman décide de faire cette croisade. Bon, alors en fait, la guerre civile grecque a commencé bien avant. Elle a commencé, disons, en 1943, au moment où la résistance grecque contre les occupants allemands, italiens et bulgares, il y a une triple occupation en Grèce, a pris l'aspect d'un immense mouvement populaire sur des bases patriotiques, mais aussi sociales et politiques. À la tête de ce mouvement populaire, il y a le Front national de libération, l'EAM, qui a été créé 2 ans auparavant à l'initiative des communistes, mais qui comporte également des petits partis socialistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des communistes. C'est vrai que même les dirigeants ne sont pas tous communistes. Et donc cette forme de front, c'est ce qui correspond à la stratégie de la Troisième Internationale, définie en 1935. Donc cet EAM, ce Front de libération nationale, est porteur donc d'un projet de réforme politique, sociale, tout à fait du genre de celle du CNR, dans le cadre d'une future démocratie parlementaire, que les Grecs appellent laokratia. Laos, c'est le peuple, kratos, c'est l'État. Oui, voilà, on peut traduire par démocratie populaire, c'est-à-dire un régime qui assure à la fois les droits sociaux et les droits politiques. En plus, en Grèce, il y a une dimension très importante de volonté de souveraineté nationale, dans la mesure où la Grèce, depuis sa création en 1830, est en fait une espèce de colonie britannique, une pièce importante de l'Empire. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, parce que, en fait, dans cette histoire de la guerre civile, il y a beaucoup de questions qui sont matière à débat encore aujourd'hui. Alors, pas ici, mais en Grèce, on continue à en parler beaucoup, à débattre beaucoup autour de ça, évidemment. Mais il y a des choses qui m'ont semblé, en faisant cette synthèse, incontestables. Voilà. Alors, il y en a une, par exemple, Churchill a toujours dit que les communistes voulaient prendre le pouvoir, faire la révolution, etc. Pas du tout. C'est pas du tout, comme je viens de vous le dire. Le programme, c'est tout à fait comme celui du CNR. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que
Liam aurait très bien pu prendre le pouvoir. Quand les Allemands se sont retirés, vu l'avance de l'armée rouge, les Britanniques n'ont pas du tout, idée totalement fausse, libéré la Grèce, c'est la descente de l'armée rouge dans les Balkans qui a obligé les Allemands à se retirer. Bon, à ce moment-là, les Liam auraient très bien pu prendre le pouvoir. Il y avait 1,5 million de membres sur une population de 7 millions, et l'armée populaire de Liam, les LAS, occupait tout le territoire. Donc c'était tout à fait possible de prendre le pouvoir. Et ils ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment un mensonge, parmi les nombreux mensonges de Churchill, il y a celui-là. Le soi-disant coup de force communiste qu'il fallait éviter, etc. Mais ceci dit, même ce programme modéré, eh bien, ça suffit à susciter la panique. À susciter la panique, d'une part, évidemment, parmi les classes dirigeantes grecques, mais également chez les Britanniques, et notamment du côté du Foreign Office. Et à partir de là, tout est fait de la part de ces gens-là pour, d'une part, pendant la guerre, empêcher le développement de la résistance, tout faire pour la diviser, pour qu'elle ne soit pas unie et forte. D'autre part, tout faire pour désarmer les LAS, au moins à la libération. Et d'autre part, après, une fois que, comme on l'espère, les LAS sera désarmé, empêcher les Liam de participer à la vie politique et, ce qui est encore plus grave, exterminer autant que possible les partisans. Et là, c'est quelque chose de vraiment particulièrement violent et qui a été fait en grande partie d'ailleurs. Alors, la deuxième constatation que je trouve vraiment incontournable, au-delà de tous les débats possibles qu'il a pu y avoir, c'est que ce n'est pas du tout les communistes qui ont voulu la guerre civile, comme on l'entend dire parfois. Cette guerre civile, elle a été véritablement imposée aux démocrates et aux communistes, et elle l'a été par la violence. Et le moment le plus emblématique de cette violence, c'est ce que j'appelle le coup d'Athènes, c'est-à-dire l'intervention sanglante, brutale et sanglante des Britanniques sous la direction de Churchill en personne, qui a vraiment à tout instant est intervenu en décembre 1944 contre les partisans d'Athènes. Quand je dis intervention violente, ils ont bombardé Athènes tout de même, ce que les Allemands n'avaient jamais fait, et ça a joué un très grand rôle d'ailleurs dans le déroulement des combats. Et les partisans d'Athènes, tout jeunes, souvent sans armes consistantes, ont dû affronter non seulement tous les 75 000 soldats britanniques, leurs avions, etc., mais aussi les milices qui avaient été créées par les classes dirigeantes grecques pendant la guerre, notamment ce qu'on appelle les bataillons de sécurité, qui avait été créé pour traquer les partisans avec l'aide des Allemands, c'est-à-dire que c'était des collaborateurs en fait, ces miliciens. Voilà. Donc ces miliciens, on les avait mis un petit peu de côté. Et puis, au moment de ces combats de décembre 1944, ils ont été rééquipés et réarmés par les Anglais pour combattre les partisans, ce qui est quand même quelque chose d'inouï. Alors, ça a donné donc 33 jours de combat, qui se sont terminés tout de même, évidemment, par la défaite des partisans, vu le rapport de force, voilà. Et ça s'est terminé surtout par la signature d'un accord qu'on appelle l'accord de Varkiza, qui a été signé le 12 février 1945, le même jour où à Yalta, les trois grands, et notamment Churchill, faisaient de belles déclarations sur le droit des peuples à disposer, des droits des peuples libérés à disposer de leur destin, etc. Un bel exemple, donc, à Athènes. Dans cet accord de Varkiza, qui était une véritable capitulation, les partisans doivent déposer les armes, d'une part, mais d'autre part, sans aucune garantie réelle sur l'avenir. De toute façon, l'accord ne sera même pas respecté, et c'était un accord à minima pour les garanties aux partisans. Et surtout, dans cet accord, on ne prévoyait pas une véritable amnistie, si bien que ça a permis après de poursuivre ceux qui avaient participé à ces combats.
Alors, donc, ça veut dire que la première étape des plans des classes dirigeantes et des Britanniques est réalisée avec l'accord de Valkyza, donc en février 1945. C'est la fin de ce que les Grecs appellent le premier Andartiko. Andartis en grec, ça veut dire partisan. Andartiko, le mouvement des partisans. Donc, c'est la fin du premier Andartiko, mais pas de la guerre civile. Pourquoi ? Parce que les âmes, d'accord, il n'y a plus les armes, il n'y a plus l'armée populaire, mais c'est toujours un immense mouvement politique qui a toujours le même programme de réforme, etc. Et qui donc risque de poser des problèmes s'il y a des élections. Donc il faut maintenant éliminer les âmes de la vie politique et, comme j'ai dit, exterminer le plus possible les partisans. Alors, comment est-ce qu'on extermine les partisans ? Déjà par la terreur, c'est-à-dire qu'il y a une terreur épouvantable, un peu comme la terreur blanche, enfin ce qu'on appelle, oui, les terreurs blanches après les mouvements révolutionnaires. Dans les campagnes, il y a des bandes d'anciens miliciens, souvent, ou même de bandits, parce que la Grèce, avant la guerre, il y avait encore pas mal de bandits. Donc voilà, des bandits, des anciens miliciens, qui se livrent au pillage, qui se livrent à l'assassinat, qui détruisent des maisons, qui détruisent des récoltes, qui s'en prennent aux femmes, et tout cela avec la complicité de la gendarmerie et de la police. Et aussi bien que les campagnes deviennent une véritable jungle. Et dans les villes, on s'en prend bien sûr aux journaux, aux syndicats. Bon, alors ça, c'est la première méthode pour en finir avec les partisans. La deuxième méthode, c'est ce que j'ai appelé l'épuration à l'envers, c'est-à-dire qu'en Grèce, alors que les démocrates et les communistes sont immédiatement traduits devant les tribunaux pénaux pour les crimes qu'ils auraient commis, notamment pendant les combats de décembre, etc., tandis qu'ils sont condamnés, qu'ils sont emprisonnés, qu'ils sont déportés, écartés des services publics, les collaborateurs, eux, sont largement acquittés, y compris les pires tortionnaires, parce que, bon, je ne vous décris pas ça, mais ce qu'a vécu la Grèce pendant l'occupation, et pas simplement de la part des nazis, c'est quelque chose d'épouvantable. Les milices en question, les services, les services de répression qui fonctionnaient pour le gouvernement Quisling, c'était terrible. Bon, même les pires tortionnaires donc, vont être acquittés sur la base d'un narratif, pour employer un terme très contemporain, sur la base d'un narratif qui est très vite mis au point, selon lequel, alors renversement complet, là encore, la collaboration est en fait parfaitement justifiée, parce que le principal ennemi, ce n'était pas les nazis, ce n'était pas les Italiens, ce n'était pas les Bulgares, qui ont fait beaucoup de choses terribles aussi à l'autre bout de la Grèce, bon. C'était les âmes. C'était les âmes et les bataillons de sécurité, les milices, heureusement qu'elles étaient là pour assurer l'ordre public contre la terreur propagée non pas par les nazis, etc., enfin, je ne vais pas recommencer, mais par les âmes et par les lasses. C'est-à-dire que les terroristes, c'était les résistants. Alors, non seulement les collaborateurs sont acquittés, mais par-dessus le marché, ils sont intégrés dans les corps de répression. Et qui se charge de leur intégration ? C'est les Britanniques. Parce que l'accord de Valkyza, ou enfin ce qui a été décidé après, prévoit que ce sont eux qui vont réformer la gendarmerie, la police et l'armée. Et celui qui va réformer la gendarmerie et l'armée, ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Sir Charles Wickham. Il s'est distingué dans sa jeunesse en Afrique du Sud contre les boers, avec ces populations qui, vous le savez, ont été déportées en masse par population entière, quoi. Et après, il a été l'inspecteur de la police contre-insurrectionnelle de l'Ulster, police bien connue pour être composée de gangsters qui se sont livrés à des pogroms contre les catholiques dans cette région de l'Irlande. Voilà. Alors, on peut dire, chose aussi incontestable, c'est que la responsabilité de la Grande-Bretagne dans le maintien du fascisme en grec, et ça a duré jusqu'en 1974 quand même, et il y a des traces encore aujourd'hui, la responsabilité britannique est absolument écrasante. Et on ne le dira jamais assez parce que
Enfin, voilà. Alors, donc, responsabilité dans le maintien donc, de fascistes à la tête des corps de répression, mais plus généralement dans la constitution de ce que les Grecs appellent le parakratos. Parakratos, c'est l'état parallèle, on dit aujourd'hui plutôt état profond, et ça renvoie à un ensemble de réseaux qui regroupent des officiers de la gendarmerie, de la police, de l'armée, des chefs de bande, des organisations d'extrême droite, qui agissent dans l'ombre derrière la façade parlementaire. Et ces gens-là ont une idéologie clairement fasciste. Les Grecs appellent ça l'ethnico, excusez-moi pour le grec, mais bon, c'est difficile à traduire en fait. C'est pour ça aussi que j'emploie le terme ethnico-frosini. On peut traduire par pensée nationale conforme, correcte, avec l'importance de la nation, parce que chaque fascisme a son triptyque, plus ou moins. Il y a travail, famille, patrie. Bon, en Grèce, c'est travail, patrie, pardon, patrie toujours au début, religion, famille. Alors, famille lourdement patriarcale, hein, pas simplement le patriarcat dont on parle aujourd'hui ici. Alors, donc, cette idéologie, on essaye de l'imposer à la population, sans grand succès d'ailleurs, mais enfin bon. Et ça s'est poursuivi longtemps après la guerre civile, c'est-à-dire que c'était enseigné à l'école jusqu'en 1974. Alors, je voudrais quand même vous présenter deux personnages représentatifs de ce parakratos, de cette idéologie. Alors, il y en a, il s'appelle Iosmas, Xénophon, s'il vous plaît, de son prénom. C'est un délinquant notoire. Il a accumulé les crimes pendant la guerre, dans le nord, en Macédoine. Quand les Allemands sont retirés, il a fui avec eux. Et il est devenu ministre d'un gouvernement grec fantoche créé à Vienne après la défaite enfin pas, non, justement avant la défaite allemande encore, quand il y a encore les Allemands à Vienne. Il a été gracié en 1952, mais il s'est remis à fonctionner dans ce cadre-là. Et c'est lui qui se charge souvent de sale besogne, c'est-à-dire que voilà, il y a la façade parlementaire, puis il y a ceux qui derrière. Et il a joué un rôle notamment dans quelque chose que vous connaissez sûrement grâce au film de Costa Gavras, Z. Il a œuvré notamment à l'organisation de l'assassinat du député Lambrakis en 1963. On le voit d'ailleurs dans le film, je crois que c'est celui qui fait ses cours sur ce que c'est que le communisme, maladie transmissible, etc. etc. Alors, ah oui, oui, carrément, mais les communistes, c'est des miasmes pour ces gens-là. Un autre personnage qui s'appelle Constantin Collias, alors un petit peu plus présentable, ce n'était pas un délinquant au départ, mais enfin c'était le procureur général des cours d'appel du temps de la dictature qui a précédé la guerre, la dictature de Métaxas. Il était donc déjà un personnage quand même assez d'idéologie assez fasciste déjà. Et pendant la guerre, il était membre de la commission de sécurité de l'Attique, donc il a participé à beaucoup de dénonciations, d'arrestations, de mesures diverses contre les partisans. Il est d'ailleurs accusé en 1945, quand il y a les procès contre les... Il y a eu des procès quand même contre les collaborateurs, ils ont été acquittés, mais il y a eu des procès. Mais c'est lui qui les a organisés, c'est extraordinaire quand même, hein, alors qu'il était lui-même en procès. Alors évidemment, son procès a abouti à un acquittement et il a été récompensé d'un poste important comme le poste le plus important en fait, le procureur général à l'Aréopage. L'Aréopage, c'est la Cour suprême grecque. Et ben c'est lui qui, dans le film, le même film de Costa Gavras, qui bloque l'enquête du juge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelqu'un qu'on ne voit pas. Hein, qu'on ne voit pas? Oui, c'est vieux. Ben oui, mais bon, c'est à peu près la seule chose qui est connue en France. La dictature des colonels et le film Z, c'est connu. Hein, alors évidemment, pas des tout jeunes, je ne sais pas, là, parce que je vois beaucoup de jeunes, vous ne connaissez pas du tout. Ah ben il faut le voir, ce film. Ah, c'est un film, ah oui, ça vaut vraiment la peine. Hein. Et c'est tout à fait moderne comme conception, etc. C'est Costa Gavras, hein, donc c'est bon. Voilà. Ah, c'est pareil, vous connaissez peut-être pas Costa Gavras. Si, quand même. Oh, je sais pas. Non. Bon.
Bon, enfin. Alors, donc, alors oui, c'est lui qui bloque. Comme il a un poste très important, il bloque tout. Mais heureusement, il y avait un petit juge, Sarzetakis, qui a mené l'enquête quand même jusqu'au bout. Et donc, au moins, on a abouti à quelque chose à ce moment-là, en 1963, et ça a eu des conséquences d'ailleurs politiques importantes. Bon, en tout cas, pour en revenir à mes collaborateurs, là, ils sont tous libres en 1952. Et pour vous donner une idée quand même de la disproportion, quand je parle d'épuration à l'envers, ce n'est pas simplement une non-épuration comme tu décris. Hein. Chez nous aussi, il y a une épuration à l'envers. Oui, des résistants. Oui, mais bon, alors là, je donne un chiffre tout de même. Pour un collaborateur exécuté, il y en a eu 140 de l'autre côté. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument... de démocrates et de communistes exécutés. Oui, nous, il y a eu moins d'exécutions. Voilà. Alors voilà, donc c'est donc ainsi qu'en Grèce, l'anticommunisme remplace très précocement, tout de suite après la guerre, l'antifascisme qu'on a tant célébré à Yalta, où soi-disant il fallait éliminer toutes les traces du fascisme, du nazisme, etc. Un antifascisme qui était toujours au moins affiché officiellement dans les pays européens. Hein, affiché, j'ai dit. Ben, bon. Alors, et c'est dans ce contexte de terreur, de soi-disant d'épuration à l'envers, donc, que se déroulent des élections. Alors il y a des gens, des réfugiés un peu partout, c'est impossible de constituer des listes, il y a la terreur, etc. Donc vous imaginez dans quelles conditions se déroulent les élections, au point que d'ailleurs les démocrates, et même les centristes se sont abstenus en disant c'est pas possible de faire des élections dans ce contexte-là. Et pourtant, Churchill en parle à Fulton, dans son discours de Fulton, et dit « Ah, le rideau de fer, à l'est du rideau de fer, les élections ne sont pas libres, les élections, les pays policiers, les élections ne sont pas libres, etc. » Mais en Grèce, Athènes et ses grandeurs, je ne sais pas pourquoi interviennent les grandeurs d'Athènes, là, tout se passe bien, etc., etc. En fait, évidemment, ça s'est passé de manière terrible. Et vu qu'en plus l'abstention, ça a comme conséquence une majorité de droite qui ne va faire que de légaliser la terreur qui jusque-là était spontanée, ce serait beaucoup dire, puisqu'il y avait aussi la gendarmerie et la police qui œuvraient, mais enfin bon, voilà. Donc la terreur est légalisée. Maintenant, il y a en plus des tribunaux pénaux pour chasser les ex-résistants, il y a des tribunaux militaires d'exception. Une simple décision administrative suffit pour déporter à l'autre bout de la Grèce, dans les îles qui sont bien connues aujourd'hui en tant que but touristique. Et d'autre part, au mois de septembre de la même année, en 1946, donc là on est en 1946, il y a un référendum pour la question de la monarchie qui était prévu par les âmes. Mais évidemment, dans ces conditions-là, il y a une majorité pour le retour du roi, qui pourtant n'était pas du tout apprécié de la population, et à la grande satisfaction de Churchill, puisque pour Churchill, c'était fondamental, le retour du roi. Alors, on comprend bien que dans ces conditions, la simple survie des démocrates et des communistes est impossible. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les dangers d'arrestation, c'est impossible de vivre. Les champs des ex-résistants sont pillés, les maisons sont détruites, etc. Donc, dès la fin 1945, il y a quelques capitanios. Les capitanios, c'était les chefs des brigades de l'Hélas. Il y en a plusieurs qui ont déjà repris le maquis, fin 1945, mais tout à fait spontanément. Et c'est ainsi que va commencer, mais très très lentement, ce qu'on appelle donc le second Andactico, le premier étant la résistance contre l'occupation. Mais donc, je répète, très progressivement. C'est-à-dire que alors je vais souvent dire ça, donc je vais vous expliquer tout de suite. Les communistes, le Parti communiste grec, les Grecs l'appellent le coucoué. Et c'est vrai que ça me vient assez souvent quand je parle. Donc voilà, quand je dis coucoué, ça veut dire Parti communiste grec.
est entré que très progressivement dans la lutte armée. Contrairement à ce qu'on dit, le Parti communiste a voulu la guerre. Non. Donc, jusqu'à la mi-1947, l'accent est mis beaucoup plus sur la réconciliation, sur la nécessité de la réconciliation. Dans le journal communiste qui s'appelle Rizos-Pastis, il y a plein d'articles dans lesquels on raconte comment, dans un village, la gendarmerie a voulu arrêter des gens de gauche, et puis qu'il y a des gens de droite qui ont dit qu'ils se sont précipités à leur secours, etc. Et l'accent est beaucoup mis là-dessus. Et le Parti communiste, en fait, a une double stratégie, c'est-à-dire qu'il met en avant les luttes populaires de masse, et que par ailleurs, tout de même, il crée une autodéfense pour protéger quand même tous ces gens qui sont sauvagement attaqués. Mais très peu de choses, c'est juste des réseaux qui peuvent être présents pour éviter une arrestation ou des choses comme ça, et en utilisant le moins possible des armes, c'est bien précisé. Donc c'est toujours au premier plan les luttes populaires de masse. Parallèlement, il y a des demandes perpétuelles de négociation. Bon, j'y reviendrai pas, mais il y en a eu tout au long de la guerre civile, il y en a eu plus d'une vingtaine, selon un historien britannique qui est tout à fait fiable. Voilà. Donc, voilà. Donc, fin 45, début 46, on en est toujours là. La première, il y a quand même, en février 46, il y a un plénum du comité central du Parti communiste qui instaure une première inflexion. Une première inflexion qui dit il faudra peut-être quand même penser à la lutte armée, mais qui ne donne pas en même temps véritablement de directives précises. S'il y a eu une inflexion, c'est très nettement grâce à par l'influence du... Alors je ne peux pas dire nouveau secrétaire, parce qu'il était déjà secrétaire du Parti communiste avant la guerre, Nikos Zachariadis. Nikos Zachariadis s'est trouvé en prison quand il y a eu la guerre, quand il y a eu l'invasion allemande, et les Allemands l'ont déporté à Dachau. Donc il n'a pas du tout vécu le premier Andarquico, il n'a absolument pas admis la capitulation de Valkiza, et donc c'est vrai que lui, il a en tête de reprendre l'offensive pour arriver à établir ce programme qui est toujours le même, qui est toujours le programme de Léam, de réforme, et dans le cadre d'une démocratie parlementaire. Donc, lui est partisan, mais pourquoi ce plénum ne donne pas véritablement de directives précises ? Parce que le Parti communiste est divisé. Il a toujours été, il l'était déjà pendant le premier Andarquico, et il l'est toujours. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler à la tête du Parti communiste, c'est-à-dire dans le bureau politique, il y a des gens qui ne sont pas pour la lutte armée. C'est difficile de dire majorité, minorité. C'est plutôt une minorité à ce moment-là, puis ça dépend aussi du contexte, pas forcément les mêmes que pendant le premier Andarquico. Et donc, comme le Parti communiste est divisé, c'est difficile de de prendre une telle décision, qui est énorme, effectivement. Quand on y pense, dans un pays ruiné par la guerre, relancer la population dans une insurrection, c'est pas rien. Hein. Et donc, voilà. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Zachariadis a beaucoup tablé sur l'idée que, cette fois-ci, il pourrait être aidé, enfin le Parti communiste et les gens qui veulent se lancer dans la lutte armée, seraient aidés par l'URSS. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu l'insurrection de décembre, l'URSS n'est pas intervenue. Et pour cause, on était en pleine guerre. Bon, c'était impossible. C'était impossible l'essentiel, c'était de terminer la guerre. Je rappelle que c'était en décembre 1944, hein, l'insurrection d'Athènes. Donc là, la guerre est finie, et il pense que l'URSS va pouvoir aider. Mais là, il se trompe. Il se trompe parce que les États-Unis, entre-temps, ont acquis la bombe, se sentent le vent en poupe et sont prêts à installer leur hégémonie sur le monde. Leur principal obstacle, c'est l'URSS. Il faut savoir quand même, et l'URSS le sait, qu'il y a dès ce moment-là des plans
de bombardements nucléaires sur le territoire de l'URSS. Et puis, je vous rappelle des choses que vous connaissez certainement, c'est-à-dire il y a justement le discours de Fulton, en mars 1946, de Churchill, qui est très clairement agressif, c'est moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de l'URSS. Il y a le long télégramme de Kennan. Et donc, l'URSS est très réservée, en fait, sur le lancement d'une insurrection communiste et tend plutôt à essayer de ne pas provoquer une réplique trop grave de la part des États-Unis. Et surtout qu'à ce moment-là, les États-Unis commencent à s'intéresser très sérieusement à la Grèce. Ça n'a pas commencé avec le discours de Truman, parce qu'il y a la fameuse histoire qu'il ne faut pas laisser l'URSS passer les détroits et descendre en Méditerranée orientale, ce qu'on appelait les mers chaudes au XIXe siècle. Et plus exactement, c'est qu'il faut l'empêcher d'aller jusqu'à la Méditerranée orientale parce que c'est la route des pétroles, évidemment. Voilà. Alors donc, pas en terminer, parce que j'y reviendrai un petit peu, mais sur la question de l'aide, il y aura bien quand même de l'aide de la part de l'URSS, il y aura bien de la part du camp socialiste, disons, communiste, mais elle sera évidemment très, très insuffisante par rapport à l'énorme aide qu'il va y avoir de l'autre côté, américano-britannique. Alors, le résultat, c'est que donc, à un moment où ça aurait été mieux, en fait, souvent, c'est ce qui est souvent dit dans les débats qu'il y a autour de toutes ces questions, ça aurait été mieux de lancer la lutte armée à ce moment-là, pour différentes raisons qu'on va voir après. Mais en fait, même Zachariadis, qui est pourtant partisan, hésite. Et ce n'est qu'à la fin de l'année 1946 qu'est créée l'armée démocratique de Grèce, sous la direction d'un capitanios qui s'appelle Marcos Vafiadis, mais en général on l'appelle Marcos tout court, qui était capitanios, commandant en chef de la division des divisions de Macédoine pendant le premier Andartico. Et ce n'est qu'en 1947 que le Coucoué déclare prioritaire la lutte armée. Et pourtant, à ce moment-là, il y a déjà 15 000 partisans en Grèce centrale et en Grèce du Nord. La Grèce du Nord, c'est la Macédoine. Alors oui, il faudrait avoir la géographie, là aussi. Problème de géographie. Bah oui, j'ai la carte, mais enfin, tout le monde n'a pas la carte sous les yeux. Oui, non. Voilà, la Grèce, en fait, pour beaucoup de Français, s'arrête aux météores. Mais les météores, c'est la Grèce centrale. Et au nord, il y a donc une immense région qu'on appelle la Macédoine. On connaît le nom de Macédoine. C'est une partie très, très importante de la Grèce et ça va jouer un rôle. Donc, voilà. Alors, donc, à ce moment-là, il y a des partisans en Grèce centrale, il y a des partisans dans la Grèce du Nord, en Macédoine. Et en Macédoine, l'armée démocratique est déjà bien implantée et commence justement à recevoir de l'aide à travers les frontières et notamment de la part de la Yougoslavie. C'est la Yougoslavie qui apporte une aide militaire pendant toute la durée de la guerre civile. Les autres démocraties populaires et l'URSS apportent de l'aide sous d'autres formes, par exemple des médicaments, de la nourriture, diverses choses, mais l'aide militaire, c'est vraiment la Yougoslavie. Bon, alors, du coup, comme finalement il y a une implantation qui est vraiment importante en Macédoine, Zachariadis et une partie du bureau politique, qui est donc la partie des communistes qui est pour la lutte armée, ils ont passé la frontière, ils sont installés à ce moment-là à Belgrade, ils estiment que le moment est venu de constituer une zone libre, comme il y avait eu pendant le premier Andartico, une zone libre qui fonctionnerait sur le modèle de la démocratie populaire, de la laokratia, avec des institutions populaires, etc. Une zone libre qui serait fortifiée, et il se lance dans des travaux de fortification absolument inouïs, avec des outils plus que rudimentaires,
et une zone libre qui serait défendue par une véritable armée populaire, révolutionnaire, qui serait capable d'opérations de grande envergure et pas simplement d'opérations de guérilla. Et ce plan, apparemment, reçoit un meilleur accueil de la part de l'URSS et du coup, il est rapidement concrétisé. Alors, il est concrétisé d'abord par la mise au point du plan militaire correspondant. Et puis, c'est-à-dire, on prévoit par quels moyens va être créée cette zone libre, fortifiée, etc. Enfin bon, dans le détail, et avec un rapport qui est envoyé en URSS. Et puis, d'autre part, est proclamé en 2 étapes, enfin disons en décembre 1947, est proclamée la constitution d'un gouvernement démocratique provisoire à la tête duquel se trouve le même Marcos, qui est en même temps donc commandant en chef de l'armée démocratique. Alors évidemment, on peut se poser, alors voilà un thème par contre de débat tout à fait légitime, est-ce que c'était réalisable ? Il était prévu d'avoir jusqu'à 50 000 partisans qui n'atteindront jamais ce niveau-là. Il était prévu une aide militaire très importante qui n'a jamais atteint ce niveau-là non plus. Et puis surtout, était-ce le bon moment ? Parce que 1947, c'est aussi le moment où s'abat sur les villes une répression d'une ampleur qui n'avait jamais existé jusque-là. Jusque-là, c'est surtout les campagnes qui étaient victimes de la terreur dont je vous ai parlé. Mais là, il va y avoir, à partir de l'été 1947, des dizaines de milliers au total, hein, sur quand même plusieurs mois, d'arrestations, d'emprisonnements, de déportations, d'exécutions, et pas simplement les cadres communistes, mais même les sympathisants qui jouent un grand rôle, parce que quand on est dans la clandestinité, il faut trouver un hébergement, etc. Bon voilà, des gens comme ça aussi sont arrêtés. Et les villes sont totalement bouclées. Il faut, pour circuler, avoir un permis. Il y a des arrestations en permanence, des arrestations pour vérifier l'identité en permanence. Quand on héberge quelqu'un, il faut le déclarer. On ne peut pas héberger quelqu'un clandestinement, etc. Si bien que les villes sont complètement asphyxiées. Et entre le démantèlement des réseaux communistes clandestins qui existaient et cette asphyxie, cette impossibilité de circulation, il va être extrêmement difficile de faire passer des communistes au maquis. Et ça va être vraiment un très très gros problème parce que ça va entraîner une insuffisance de recrutement, justement, qui va rendre le fameux plan de Zachariadis difficile pour le moins à réaliser. Et c'est un problème qui va durer jusqu'à la fin de la guerre civile. Et c'est un problème en même temps qui n'est pas du tout compris du côté du maquis. Les dirigeants du bureau politique qui sont à l'origine de ces plans sont maintenant dans le maquis, eux aussi, et ils ne comprennent absolument pas pourquoi d'Athènes, on ne leur envoie pas tous ces gens qui étaient nombreux. Il y avait énormément de militants communistes et tout, mais bon, il y en a des milliers d'arrêtés. Alors, donc je disais que ce n'était pas forcément non plus le bon moment. En 1947, pourquoi ? Parce que c'est le moment où interviennent les Américains. Alors, donc, c'est le fameux discours de Truman que j'évoquais au début, et qui, quand on y réfléchit, et c'est jamais comme ça que c'est présenté dans les manuels, est un véritable coup de force, dans lequel les États-Unis se substituent carrément aux Nations Unies qui venaient d'être créées, pour d'une part aider, soi-disant, à la reconstruction de la Grèce, alors qu'il y avait un organisme pour ça, qui était l'UNRWA, qui fonctionnait déjà depuis un bon moment, pour d'une part protéger, soi-disant, la Grèce des infiltrations des pays venus du Nord, contre lesquels portait plainte le gouvernement grec, alors que les Nations Unies et même le Conseil de sécurité avaient créé une commission pour ça. La commission est mise à l'écart, elle fait un rapport qui ne dit pas tout à fait ça, alors on change le rapport et on s'arrange pour que le rapport soit publié après le discours de Truman.
Bon, et puis, d'autre part, le troisième objectif, aider le gouvernement grec à se débarrasser des insurgés, mais ça, c'est pas le rôle d'un État tiers, c'est le rôle, justement, c'est complètement interdit par la Charte des Nations Unies. Voilà, j'ai failli. Bon, d'accord. Alors, ce discours de Truman se traduit concrètement par un accord qui est signé en juin 1947 entre les États-Unis et la Grèce. Pour l'anecdote, accord dont les termes ont été rédigés entièrement par le département d'État, qui l'a envoyé par l'intermédiaire de l'ambassadeur au gouvernement grec pour qu'il sache ce qu'il allait signer quand même. Bon, une aide de 300 millions de dollars qui va être complétée par l'aide Marshall après, puisqu'après il y a Marshall. Et le deuxième accord pour l'aide Marshall, c'est juillet 1948. Et là, il y aura, je vous le signale tout de suite, 2 milliards pour la Grèce. Sur les 12 milliards de l'aide Marshall pour l'Europe, il y en a eu 2 milliards pour la Grèce. Alors, ça se traduit concrètement par des experts. Alors, les Américains n'ont envoyé que des experts, en principe. Alors, donc, ces experts, c'est d'abord des experts économiques qui vont prendre petit à petit le contrôle total de l'économie grecque de façon absolument catastrophique. C'est déjà catastrophique, hein. Il n'y a pas que la faute des Américains, mais enfin bon, ils n'ont pas arrangé grand-chose. Ils étaient venus avec l'idée de faire des grandes réformes, ils n'ont rien fait du tout. Et ils ont simplement imposé des baisses de salaire, en gros. Bon, et par ailleurs, des experts militaires. Alors ceux-là, ils sont arrivés tout de suite. On n'a même pas attendu la rédaction de l'accord. Hein. Et ils ont pris progressivement avec les Britanniques. Et là, j'insiste beaucoup parce que comme les Américains ont dit, oui, les Britanniques n'ont plus les forces pour venir à bout de cette insurrection, il faut qu'on intervienne. Mais pas du tout, les Britanniques sont restés. Et même les soldats qui sont restés, c'est des soldats britanniques, ce n'étaient pas des soldats américains. Les Américains avaient des officiers, des experts. Bon, on peut imaginer un petit peu d'autres choses, mais en termes de milliers de soldats, c'est les Britanniques, ce n'est pas les Américains. Et donc ils ont pris voilà, la direction de l'armée grecque, de l'armée monarcho-fasciste, comme disaient les communistes, notamment avec l'arrivée du général Van Fleet en février 1948. Et là encore une anecdote instructive. Le ministre de la Défense grec, Kanellopoulos, était tellement enthousiaste de l'arrivée, parce qu'il faut voir ce que sont les élites dirigeantes grecques, c'est une catastrophe, quoi. Les Américains les considéraient avec un mépris. Vraiment, on déroulait le tapis, et on dit, Kanellopoulos a dit au général Van Fleet, au cours d'une inspection, vraisemblablement, « Général, voici votre armée ». Bon, ça donne une idée de ce que sont les élites dirigeantes grecques, et ça donne une idée aussi que, bien évidemment, s'il n'y avait pas eu les Britanniques et les Américains, ils n'auraient pas fait, ils n'auraient pas fait long feu. Voilà. Alors, sous l'influence des Américains, l'armée monarcho-fasciste est réorganisée. D'une part, évidemment, c'était une armée qui n'était pas faite pour les combats de guérilla, donc on lui met des commandos, voilà. Et puis surtout, le gros problème de l'armée, c'est que les jeunes conscrits, ils étaient souvent membres de l'EAM, ou plus exactement de l'organisation de jeunesse de l'EAM qu'on appelait l'EPON. Et donc, ils n'inspiraient pas grande confiance aux officiers de l'armée, et de façon justifiée. Parce qu'il y avait eu des désertions, il y avait eu des tentatives d'infiltration, pas d'infiltration puisqu'ils sont dedans, mais enfin de détourner des soldats de diverses opérations, etc. Et donc c'est pour résoudre ce problème, ce n'est pas les Américains forcément qui ont eu l'idée, c'est les Grecs, de créer le camp de Makronissos, le fameux Makronissos dont tu as dit un mot, qui est une île au large de l'Attique, sur la côte orientale de l'Attique, où on envoie justement les jeunes suspects et qui sont infectés de cette maladie transmissible qu'on appelle le communisme. Et il faut les débarrasser de ces miasmes, on leur fait subir une thérapie de choc. Alors, oui, je passe effectivement sur les tortures absolument abominables, à la suite de laquelle on obtient d'eux qu'ils renient leurs convictions communistes, ce qui, pour les Grecs, est terrible.
parce que, d'une part, il y a un sentiment de l'honneur qui est bon, très très important dans ce pays, surtout à l'époque. Et puis surtout, il ne s'agit pas simplement de mettre une signature comme ça, c'est publié dans le village d'origine, c'est publié sur le lieu de travail. Donc c'est terrible. Et pourtant, c'était tellement terrible, Macronissos, que la plupart ont signé. Alors que dans les prisons, dans les déportations, etc., il y a eu très peu de reniements. Mais à Macronissos, il y en a eu vraiment beaucoup. C'était vraiment quelque chose de terrible. Mais en tout cas, bon, bah alors du coup, ces jeunes sortent régénérés. Ça me fait penser à l'expression born again des évangélistes. C'est à peu près ça, régénérés, tout prêts à combattre dans les rangs de l'armée sans poser trop de problèmes. On les fait défiler avec en tête l'Église, avec en tête tous les insignes de la royauté, etc. Enfin, bon. Des véritables parades. Alors, malgré tout ça, la situation de l'armée démocratique de Grèce est plutôt favorable au début de 1948. À l'époque, il y a déjà presque 25 000 partisans, et sur tout le territoire, c'est-à-dire pas simplement la Grèce centrale, la Macédoine, comme je disais au début, mais également le Péloponnèse, et puis les îles, et des îles très lointaines de ces îles qui sont tout près de la frontière turque, notamment par exemple l'île de Samos, tout à fait au sud-est, tout près de la Turquie, il y a des partisans, il y a des sections de l'armée démocratique grecque. Alors, avec d'ailleurs des façons de combattre très différentes. Dans toute la partie sud, tout ce qui n'est pas Macédoine, c'est-à-dire la Grèce centrale, le Péloponnèse, etc., la guerre est toujours une guerre de guérilla. Mais très active, très active, qui impose qui gêne véritablement le gouvernement et l'armée adverse. Le problème, c'est que ces zones-là manquent totalement de ravitaillement, que ce soit en armes ou tout simplement en nourriture. Pourquoi en nourriture ? Parce que l'armée monarcho-fasciste a adopté cette tactique anglaise qui avait été utilisée en Afrique du Sud, de déporter des populations entières pour que les partisans ne trouvent pas de ravitaillement, de gens qui les renseignent sur les déplacements de l'armée adverse, etc. Et donc, dans ces zones qui sont véritablement des zones mortes, il n'y a pas de ravitaillement. Et par contre, l'armée pilonne sans arrêt, si bien que ces malheureux résistants, qui en plus ne bénéficient pas de l'aide qui vient du nord, de l'autre côté des frontières, qu'on n'arrive pas à acheminer, ces malheureux partisans sont obligés de se déplacer continuellement dans des conditions atroces l'hiver, dans des montagnes qui sont extrêmement rudes l'hiver. On voit la Grèce souvent sous l'aspect... mais l'hiver, les montagnes sont absolument redoutables. Voilà, donc c'est vraiment, j'en ai donné quelques exemples dans le livre, des exploits. Enfin, on se demande comment ils ont pu subsister et se déplacer et remporter des victoires quand même dans ces conditions-là. Alors au nord, donc, malgré une grave défaite dans une ville qui s'appelle Konitsa, au nord de l'Épire, en janvier 1948, et la zone libre se constitue bien, effectivement, sur des montagnes. Alors je vous donne les noms, puis comme je n'ai pas de carte, mais c'est des montagnes qui se situent le long de la frontière, alors ça vous voyez peut-être, le long de la frontière albanaise et yougoslave. Voilà. Alors la montagne la plus célèbre, c'est le Gramos, mais il y a aussi la montagne du Vitsi. Et puis, il y a un peu plus au sud, il y a une province d'Épire qui s'appelle Mourgana. Et tout ça forme une zone libre, qui fait peut-être un 1/6 du territoire grec, qui n'est pas énorme, enfin qui quand même représente quelque chose. Et donc, il va y avoir dans cette zone-là des travaux de fortification absolument inouïs, mais inouïs au point que l'armée adverse est tombée vraiment en admiration devant ce qu'avaient fait les partisans, avec des moyens que vous imaginez. Et puis, d'autre part, se constitue dans cette zone-là une armée
prête effectivement à faire des batailles régulières, sous une forme régulière, armée contre armée, voilà, avec un état-major, des services spéciaux, notamment des services de santé remarquables, mais une armée aussi donc révolutionnaire, avec des commissaires politiques, sur le modèle de ceux qu'il y avait eu dans l'armée rouge, des assemblées démocratiques où les partisans examinent ce qui s'est passé, font la critique éventuellement, tout en, bien sûr, ne remettant pas en question les décisions prises par les commandants. Et en même temps, c'est une armée extrêmement, justement, disciplinée par rapport aux armées de guérilla. Voilà. Il y a énormément, enfin bon, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a énormément de discussions. C'est-à-dire que dans ces assemblées, il y a aussi des discussions sur la situation politique du monde, même éventuellement, enfin au moins de l'Europe. Il y a des lectures, parce que c'est une armée de paysans, c'est une armée de jeunes femmes analphabètes souvent. Et donc il y a tout un effort en même temps. Enfin bon, il y a beaucoup de choses assez extraordinaires qui se sont passées dans ces conditions-là. Alors, en même temps, donc, l'armée démocratique, elle joue un rôle aussi dans l'administration de la zone libre, aux côtés des institutions populaires, commissions, conseils locaux, tribunaux populaires, etc. Et alors là aussi, sur l'administration de la zone libre, il y a des points de vue extrêmement opposés, parce que, bon, ces institutions populaires fonctionnent, mais bon, il y a eu effectivement vraisemblablement des abus à certains moments, donc ça permet à ceux qui sont contre de parler de totalitarisme carrément. Et effectivement, il y a eu un contrôle très strict sur la population, qui dans ces conditions-là pouvait pas être autre chose. Et puis il y a eu la conscription obligatoire à la mi-1948 à peu près, qui n'était pas toujours bien acceptée. Mais en même temps, il y a eu vraiment des choses vraiment superbes qu'ont vu d'ailleurs certains reporters américains. Il y a des reporters américains qui sont allés dans le Péloponnèse et qui ont dit « mais c'est remarquable, les écoles qui sont là, la façon dont c'est administré, la façon dont sont pris en compte les besoins de la population, etc. » Donc vous avez vraiment sur ce sujet-là des... Bon. Alors, c'est dans ces conditions donc, que se déroulent les grands combats de 1948-1949. Alors, à cette époque-là, la grande bataille, c'est la bataille du Grammos, au cours de l'été 48, qui a duré plus de 2 mois, où l'armée démocratique a combattu d'une manière absolument incroyable, mais doit s'en retirer tout de même au bout de 2 mois, mais de manière ordonnée. C'est-à-dire que le but comme je vous l'ai dit, même pratiquement dès le début, le but du gouvernement, de l'armée, n'était pas simplement de vaincre, d'empêcher l'insurrection, c'est d'exterminer les partisans. C'est-à-dire leur tactique, c'était, ils voulaient encercler, nettoyer, exterminer. C'était ça, les 3 phases. Bon, là, ils sont arrivés à encercler, ils sont arrivés à nettoyer d'une certaine manière, mais pas vraiment, et surtout, ils ne sont pas arrivés à exterminer parce que les partisans ont fait une manœuvre tout à fait audacieuse, ils sont arrivés à passer entre les 2 massifs du Grammos et du Vitsi. Non seulement ils étaient 9000, et puis avec les bêtes de trait, parce que pour tirer les canons, bon, c'était des mulets, c'était des ânes, hein. Et ils sont arrivés à faire cette manœuvre et à se regrouper sur le massif voisin du Vitsi, manœuvre qui fait encore l'admiration de certains stratèges. Voilà. Alors donc leur but n'est pas atteint, et non seulement ça, mais après sur l'autre massif, celui du Vitsi, il y a des combats qui continuent au mois de septembre, puisque la bataille du Grammos s'arrête le 21 août à peu près, enfin par cette manœuvre. Après, au mois de septembre, il y a des combats sur le massif du Vitsi, qui, bon, alors on ne peut pas dire que ça aboutit à une victoire à proprement parler, mais enfin si, tout de même, parce que l'armée monarcho-fasciste est tellement démoralisée par le fait de ne pas avoir réussi véritablement sur le Grammos, mais il y a des débandades, c'est-à-dire que c'est par dizaines que les soldats fuient les combats, même certains officiers, et il y a une ambiance de quasiment, pas de défaite, mais enfin... voilà ce que dit par exemple un autre chef important, à part. Alors j'en ai pas cité d'autres pour l'instant. Bon, un qui s'appelle Sakalotos, c'est le père
bon, je ne sais pas, là aussi, c'est 2015, pendant la crise grecque, il y avait un ministre qui s'appelait Tsakalotos. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Non plus, non. Bon, ben, c'est pas grave. Alors donc, Tsakalotos, un chef de l'armée monarcho-fasciste, dit « la balance commence à pencher au détriment des forces nationales ». Donc, ça veut dire que c'est vraiment un réel moment de bascule. Et c'est vrai que si l'armée démocratique avait eu plus de nombre, de réserves, si vous voulez, de soldats, de partisans, et si l'aide avait été plus importante, il n'est pas exclu que les choses auraient pu véritablement basculer. Et il y a un véritable découragement, non seulement à la tête de l'armée, mais également les Américains. Certains disent que dans l'ambassade américaine, les gens commençaient à faire un petit peu leurs valises, quoi. Hein, on en était là. Et voilà, je tiens quand même à vous lire, je vais vous lire, moi aussi j'en ai un autre à vous lire, mais enfin pas énormément. Voilà, ce que dit l'ambassadeur américain à ce moment-là. Il fait un rapport à Marshall, qui d'ailleurs est venu à Athènes, fort inquiet, en se disant, Marshall c'est le ministre le chef du département d'État à ce moment-là, et évidemment il est extrêmement inquiet de ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent avec de tels résultats? Alors voilà ce que lui dit l'ambassadeur. Nous avons en Grèce une force armée de 263 000 hommes, la force grecque, hein, ce n'est pas des soldats américains, nourris de rations quotidiennes achetées par l'Amérique, habillés d'uniformes achetés par l'Amérique, pourvus d'armes américaines, transportés par des véhicules fournis par l'Amérique, entraînés et conseillés dans ces opérations par des officiers américains et britanniques. L'armée de terre est soutenue par une artillerie lourde, une force aérienne et navale, et cette armée est incapable de faire le moindre progrès notable contre une organisation de bandits de quelques 25 000 hommes qui se nourrissent de ce qu'ils peuvent voler ou acheter sur place, qui s'habillent de fripes et portent de vieilles armes trouvées en Grèce ou d'autres fournies par leurs voisins du Nord, qui se déplacent à pied ou à dos d'âne et sont formés par leurs propres chefs. Et ils n'ont ni avion, ni artillerie lourde, ni force navale. Voilà. Donc on peut vraiment dire effectivement qu'il y a eu un moment où... Voilà. Et ça vous donne aussi une idée quand même des capacités de... Parce qu'à chaque fois qu'il y a des batailles, le rapport est de 1 à 10 à peu près. Alors, donc, voilà, malheureusement, à part ce que j'ai déjà dit, l'insuffisance de matériel, etc., il y a de nouveaux problèmes qui se présentent pour l'armée démocratique grecque, de Grèce, pardon. Et d'abord, des problèmes du côté de Marcos, qui a des postes très importants et qui, bon, alors c'est encore une question très discutée. Il y a eu peut-être des problèmes personnels, en tout cas il y a une divergence de stratégie. Il est beaucoup plus attaché à la tactique de la guérilla contre Zachariadis, qui tient à cette forme de guerre régulière, et donc qui va prendre ses distances et finalement être remplacé par d'autres à la tête de l'armée et à la tête du gouvernement provisoire. Et puis d'autre part, le gros problème, ça va être la question de Tito et de la Yougoslavie, qui est donc ceux qui fournissent l'aide essentielle à la Grèce, hein, et qui, vous le savez, est condamné est exclu du Cominform en juin 1948. Et le problème, c'est que le Parti communiste grec va prendre position en faveur du Cominform contre Tito, pour des raisons qui tiennent à des... Bon, que je pourrais expliquer à un autre moment. Toujours est-il que, oui, sinon je vais prendre trop de temps, c'est une question assez complexe. Et donc, voilà. Et donc, ça va évidemment poser de gros problèmes, parce que ce qui va être une catastrophe pour l'armée démocratique de Grèce, c'est un don du ciel pour les anglo-saxons, qui vont évidemment s'arranger pour monnayer leur crédit contre l'arrêt de l'aide que Tito fournit aux partisans grecs. Et c'est ce qu'il va faire effectivement. À partir de mai 1949, il n'y a plus d'aide militaire jusqu'à juillet, où là, il fermera carrément ses frontières. Bon, voilà. Alors, donc, malgré cela, l'armée démocratique, en 1949,
remportent encore quelques victoires, notamment dans Grèce centrale, où ils arrivent à tenir une ville, la ville de Karpénésie, près de Delphes, pour vous donner une idée, où ils arrivent à occuper pendant 18 jours quand même cette ville. Et puis, surtout, ils arrivent à reprendre le Grammos. Et alors ça, pour l'armée adverse, ça a été quelque chose d'absolument... Bon, alors, donc en avril 1949, ils reprennent le Grammos. C'est là qu'est venu Éluard, visiter au nom du mouvement... Enfin, oui, j'extrapole un peu, mais enfin, disons, du Congrès mondial de la paix, avec Yves Farge, qui était membre du Conseil mondial de la paix. Voilà. Et par contre, il y a une grave défaite dans la ville de Florina. Mais surtout, c'est que la reprise du Grammos ça a été vraiment un coup de fouet pour le camp adverse, qui là, il y a vraiment une reprise en main terrible. D'une part, parce que, oui, j'ai oublié de vous le dire, en décembre 1948, le découragement était tel qu'on avait songé à instaurer une dictature militaire en Grèce. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'ironie de la situation, installer une dictature militaire pour éviter une soi-disant dictature communiste. Hein. Mais on en était là, tellement tout le monde était découragé dans le camp monarcho-fasciste. Et cette dictature devait être confiée au général Papagos, qui avait été le commandant en chef de l'armée grecque avant la guerre et au moment de l'invasion allemande. Et donc, alors Papagos, finalement, ne sera pas dictateur à proprement parler, mais enfin, il est commandant en chef de l'armée avec tout pouvoir, et il va s'en servir. Il y a une opération terrible dans le Péloponnèse, qui était ce qu'il y avait de plus au sud, ils ont commencé par là. C'était même avant la nomination de Papagos en janvier. En janvier, il y a une opération qui a été précédée par 4500 arrestations en 2 jours, dans un blackout total, c'est-à-dire qu'à Athènes, personne n'était au courant de ce qu'était en train de faire Tsakalotos, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, vous imaginez la suite. Bon, alors défaite totale des partisans, défaite totale en Grèce centrale, et on en arrive évidemment aux combats finaux dans le nord de la Grèce, une énorme armada rassemblée avec un matériel nouveau, si on peut dire. Ça avait été un peu testé avant. Ce matériel nouveau, c'est le napalm. Le napalm qui avait été testé déjà dans la bataille du Grammos à l'été 1948, mais ça n'avait pas bien marché parce que les avions n'étaient pas ceux qu'il aurait fallu. Donc maintenant on sait, et donc ça va être utilisé à fond. Et ça a été un des éléments décisifs avec l'attitude de Tito qui ferme ses frontières en juillet 1949. Mais bon, à propos de ce napalm, là aussi, je tiens quand même à lire un petit passage qui se trouve page 332, pour vous donner une idée de ce que ça a été. Et les gens s'en souviennent encore, hein, quand on se balade dans ces coins-là, les vieux, racontent encore telle montagne qui était complètement en feu. Alors voilà. Voilà, c'est ce que dit un officier grec qui rapporte ce qu'il a vu sur le Grammos. La bataille s'est déroulée, je vous le dis tout de suite, en 3 phases. Et, enfin bon, il y a eu une grande bataille. Ah oui, il y a la grande bataille, la dernière bataille du Grammos en 3 phases. Qui va se terminer évidemment par la défaite des partisans, mais toujours en bon ordre, c'est-à-dire que là encore, ils ont réussi une manœuvre assez extraordinaire qui a permis à 12 000 combattants de passer en bon ordre en Albanie, où ils vont ici ensuite partir en exil. Alors, je vous lis quand même donc, le passage sur le napalm. Excusez-moi, c'est un peu désordonné ce que je suis en train de faire, mais bon... les bombes de 500 grammes lancées sur le Tsarnos, l'un des sommets du massif, ont eu pour résultat de changer la forme du sommet, d'anéantir les batteries d'artillerie les plus importantes et d'en pulvériser un nombre impossible à déterminer vu la déformation de la surface. Elles ont ouvert des cratères de 3 mètres sur 3. Beaucoup de bombes au napalm sont tombées sur les postes d'artillerie et ont réduit en flammes toute la région.
on a trouvé 158 morts de l'armée communiste et on continue à en trouver d'autres sous les décombres des postes d'artillerie. On a pris des photos et demandé qu'elles vous soient envoyées. On peut en tirer la conclusion que c'est grâce à l'intervention à temps des Helldivers, les avions nouveaux, que le Tsarnos a été pris. La précision des lancers de bombes est sans précédent. Ce rapport résulte du croisement des informations et des dépositions des otages. Donc on voit bien que ça a été un élément décisif dans cette victoire, si on peut dire, de l'armée monarcho-fasciste, avec effectivement la fermeture des frontières décidée par Tito exactement au même moment. Voilà. Excusez-moi, j'ai débordé. Hein. Si vous voulez, pour Yalta, c'est parce que c'est pas à Yalta que ça s'est passé. Quand on parle du lâchage de l'URSS, on parle d'abord de décembre 1944, l'insurrection du peuple d'Athènes. Et on met souvent en avant, non pas Yalta, mais le fameux, les discussions qui ont eu lieu entre Churchill et Staline à Moscou. Hein, et on dit l'accord des pourcentages. Et on dit là, ils se sont mis d'accord. Mais non, ils se sont mis d'accord bien avant, si vous voulez. Je dis pas que l'Union soviétique a soutenu les communistes grecs, pas du tout. En fait, ça s'est passé comment? Pendant la guerre, ils ont discuté sans arrêt. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'à Yalta, c'est faux, l'histoire de la division du monde à Yalta, c'est totalement faux. Pendant toute la guerre, si vous regardez la correspondance des trois grands, vous verrez qu'ils ont sans arrêt parlé de ce qu'ils voulaient après la guerre. Hein. Il est clair que Churchill a toujours dit la Grèce, la Grèce, la Grèce. Et Staline a toujours dit la Pologne, la Pologne, la Pologne. Hein. Mais pas... Alors voilà, oui, absolument, mais je suis d'accord. Et ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que Staline, écoutez... vous savez quand même que l'URSS a perdu 27 millions d'hommes pendant la guerre. Hein. En décembre 1944, on est en pleine guerre. Staline ne va pas arrêter va pas se tourner contre les Britanniques qui ont débarqué en Grèce au moment où la Grande Alliance commence à flancher, parce qu'il faut savoir que vers la fin de la guerre, il y a eu des tentatives de retournement de front. Et des tentatives qui sont prouvées. On parle même maintenant d'un plan qui a été fait en mai 1945, qui n'a pas été appliqué heureusement, mais enfin dans lequel Churchill parlait de se mettre avec la Wehrmacht contre l'URSS. Donc, si vous voulez, Staline avait très peur d'un retournement. Il voulait terminer la guerre, ce qui était plus que légitime. On est en décembre 1944. Et ça ne s'est pas passé après octobre, puisque, en fait, Staline ayant très bien compris que il ne fallait pas trop asticoter Churchill sur la question de la Grèce. Quand ses troupes ont descendu vers le sud, parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est l'armure qui a libéré la Grèce, en fait, en descendant dans les Balkans. Les Allemands ne pouvaient pas rester en Grèce à partir du moment où les Allemands étaient en Bulgarie. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les armées soviétiques se sont détournées vers la Yougoslavie pour ne pas entrer en Grèce contre les Britanniques qui étaient en train de débarquer. Donc c'est bien avant, c'est pas Yalta. Et ça s'explique comme ça. Et on ne voit pas très bien ce que Staline... Il y a eu lâchage. Pardon? Oui. Et pardon, je termine sur octobre à Moscou. À octobre à Moscou, d'accord, on a parlé un petit peu. Mais c'est surtout de la Pologne dont on a parlé. C'est surtout de la Pologne. Parce que Churchill ne voulait pas lâcher. Pardon? Il y a eu marchandage, il y a eu... Oui, il y a eu un marchandage, je ne dis pas le contraire. Oui, tout à fait. C'est un rapport de force. Et Staline a toujours dit qu'effectivement, même pour les communistes grecs, il a dit, il n'était pas très chaud pour, en fait, effectivement, je suis d'accord, il n'était pas très chaud parce qu'il n'avait pas le rapport de force. Il y a un texte, si vous lisez le livre, vous verrez, il y a un texte extraordinaire où il dit très crûment,
quand tu n'as pas le rapport de force, tu fais, attends, tu t'écrases, et quand tu l'as, tu cognes, carrément. Ça, c'est la traduction. Hein. C'est la traduction, et c'est un truc qu'il a dit à Gilas, donc bon, voilà. Ouais, bon, enfin, je ne sais pas. Tu cognes, carrément. Voilà, c'est ça, oui, c'est une question de rapport de force. Et là où Zaccaria dit c'est peut-être trompé, c'est qu'il pensait que justement une fois la guerre finie, il n'y avait plus cette question qui était énorme quand même, parce que là on peut comprendre décembre 44, enfin je veux dire, il faut vraiment... bon, mais il a pas bien compris qu'en fait l'URSS n'était pas du tout en situation sûre. Tout au long de la guerre civile, il y avait des plans année par année, enfin, on les voit encore. Le dernier, c'est Dropshot en 1949, et le seul problème des Américains, c'est qu'il fallait beaucoup de bombes, vu les dimensions de l'URSS, pour arriver à quelque chose, et qu'ils n'en avaient pas encore assez. Ils n'en avaient pas encore assez, c'est tout. Mais sinon, ils étaient tout à fait... Et puis, il faut voir tout ce qu'ils ont fait, tout de même. Là, alors, c'est un peu détaillé dans le livre. Par exemple, les Soviétiques réclamaient une base dans les détroits. Pas question, pas question. Pourquoi? Alors Staline a dit, mais vous avez une base à Suède, vous avez des bases à Panama, pourquoi moi je n'aurais pas une base dans les détroits? Ben non, ben non. Dès que la guerre a été terminée, il y a eu des agressions très claires, alors pas militaires, mais Staline redoutait une intervention, parce que de Grèce, c'était facile d'attaquer la Bulgarie, la Yougoslavie, et encore plus l'Albanie, qui n'était même pas reconnue comme État. Moi, je crois qu'il faut être raisonnable. D'ailleurs, le livre est très clair là-dessus. On peut appeler ça la charge si on veut. Les Soviétiques n'ont pas le rapport de force. Et en plus, leur pays a tellement souffert que je pense que de temps en temps, même, ils sous-estiment leur force. Mais surtout, tu disais 27. Maintenant, il y a des gens qui vont jusqu'à 35 millions de morts. On peut considérer que c'est une erreur, mais la position des Soviétiques, et notamment la position de Staline, mais il n'est pas tout seul, c'est qu'il y a une priorité absolue, c'est de rester au maximum sur ce qui a été discuté pendant la guerre. Et alors, on pourrait parler de la charge partout. Les Soviétiques ont respecté l'attentisme partout en Europe. C'est-à-dire qu'ils avaient le moyen d'aider les Danois, ou de ne pas partir tout de suite des îles danoises qu'ils avaient occupées. Ils se sont effacés partout. C'est une ligne. On peut considérer peut-être qu'elle est erronée. On peut aussi considérer qu'ils ont eu une conception du rapport de force qui leur interdisait d'empiéter sur les décisions des plus forts. Et en plus, ils ont eu une trouille bleue, une vraie trouille bleue des interventions américaines. Et il faut bien dire qu'entre 1945 et 1947, ils ont eu motif à peur. Alors, bien sûr, on peut parler de l'archage, mais enfin... bah oui, non, mais comment les Soviétiques pouvaient-ils faire autrement? Ça fait mal au cœur. Oui, je veux dire, quand j'ai écrit ça ce fait livre, mal au cœur à tout le monde. Hein, oui. Mais... Oui, oui. Oui, alors c'est la question de la Macédoine. Alors la Macédoine, c'est une région qui a fait partie longtemps de l'Empire ottoman. Et quand elle était dans l'Empire ottoman, c'était une région parmi d'autres, mais où il y avait un mélange de peuples absolument pire encore qu'ailleurs. Hein, parce que, de toute façon, dans l'Empire ottoman, il y a eu sans arrêt des changements de population. Quoi? Je dis d'où l'expression de Macédoine. Oui, d'où l'expression de Macédoine, Macédoine de légumes, Macédoine de... Voilà. Mais alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que ça se présentait comme ça. Il y avait un village, par exemple, Albano-Valaque, il y avait un village slavo-macédonien, il y avait un village Sarakatsan, enfin bon, voilà, c'est complètement imbriqué. Mais dès que il y a eu le mouvement des nationalités et que se sont constituées une Bulgarie,
une Serbie et une Grèce, ben, chacune a voulu avoir un morceau, quoi. Voilà. Et alors là, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Alors, il y a eu une tentative de la Troisième Internationale. Et là, elle existait là encore, bon, dans les années 30, 20 et 30, pour en faire une région à part. C'est-à-dire que l'idée aurait été que ça n'aurait appartenu ni à l'un ni à l'autre, voilà, une région à part, qui aurait été, bah oui, comme la Grèce, comme ci, comme ça. Malheureusement, chacune des nations qui revendiquaient n'ont pas du tout apprécié, et notamment en Grèce, c'était la position du Parti communiste, puisque c'était la position de l'Internationale. Du coup, les communistes ont été traités de traîtres à la patrie, et ça leur est resté, j'en ai pas parlé là, mais on les appelait non seulement les miasmes, les bandits, tout ce qu'on veut, mais aussi les slavo-communistes, c'est-à-dire qu'ils étaient pour les Slaves, etc., etc. Et ma foi, il faut dire que bah, du côté des Serbes, ils n'étaient pas très contents non plus. Les Serbes auraient bien voulu avoir la Macédoine à eux tout seuls. Et ça a d'ailleurs été la cause de quelque chose qui est bien regrettable. C'est en 1943, il y a eu un moment où il y a eu une délégation yougoslave, enfin macédonienne très exactement, macédonienne yougoslave, enfin bon, pardon, albanaise et grecque qui se sont rencontrées dans les montagnes de Grèce avec l'idée de faire un front balkanique contre les... Et ça a échoué là-dessus, parce que le représentant des Macédoniens serbes, enfin, qui étaient en Yougoslavie, visiblement avait envie de mener les choses, et que les Grecs n'avaient pas du tout envie de se trouver en seconde position. Alors le Parti communiste grec d'ailleurs avait changé de position à ce moment-là. Le Parti communiste grec au départ était pour l'autonomie de la Macédoine, donc comme je disais, puis ça leur a été tellement défavorable d'une part. D'autre part, il y a eu en Grèce une chose dont je n'ai pas eu à parler là, qui est l'échange de population. C'est-à-dire qu'en 1922-23, les Grecs ont essayé de reconquérir la partie de la Turquie actuelle où il y avait une forte population grecque. Ils ont échoué. Et ça a donné une situation où on a fait un échange des populations. C'est-à-dire que les Grecs qui étaient dans la Turquie actuelle sont venus, enfin les Grecs, je dirais les chrétiens, hein, parce qu'en fait, Grecs, Turcs... Alors, disons, les chrétiens sont pas... Mais oui, ça fait sur des critères religieux essentiellement. Hein. Et donc, ils étaient mélangés depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, alors donc... Voilà, les chrétiens sont allés en Grèce et les musulmans sont allés en Turquie. Et en Macédoine, tous ces Grecs qui sont arrivés là, parce qu'il y a beaucoup plus de Grecs qui sont partis que de Turcs qui sont arrivés, de Grecs qui sont arrivés, pardon, que de Turcs qui sont partis. En Macédoine, il a fallu en faire quelque chose de ces gens-là. Alors, dans les grandes villes, ça a été catastrophique, ça a donné des bidonvilles, etc. Mais dans les campagnes, il y a eu une réforme agraire, il y a eu assèchement de régions marécageuses, notamment. Et il y a plein de Grecs venus d'Asie mineure, on disait plutôt, c'est comme ça qu'ils disent, de Turquie, qui sont installés là. Résultat, la composition de la partie de la Macédoine qui était revenue à la Grèce a changé. Effectivement, on peut dire qu'il y a eu une majorité de Grecs. Et ceux qui n'étaient pas grecs, ben oui, ce qu'on appelle les slavo-macédoniens. Les slavo-macédoniens sont devenus une minorité. Et une minorité qui d'ailleurs n'était pas bien traitée. Alors les communistes à ce moment-là ont dit oui, c'est bien qu'on ait une Macédoine à nous, si on peut dire, mais il faut au moins que les slavo-macédoniens qui sont restés soient bien traités. C'est à peu près la position. Mais en tout cas, apparemment, les Yougoslaves avaient toujours un peu des idées, notamment, pas seulement Tito, mais surtout ceux de Macédoine, et aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, aujourd'hui encore, d'où les histoires sur le nom de la Macédoine, etc. Oui, à un moment donné, ouais, oui, parce que lui était resté avec le Cominform à ce moment-là, oui. Alors les Yougoslaves, ils protégeaient l'Albanie, qui était pas mal menacée, qui n'avait pas été reconnue comme État après la guerre.
Mais en même temps, c'était très ambigu parce qu'on sentait bien que les Yougoslaves auraient bien voulu en faire une république supplémentaire, quoi. Oui, c'est compliqué tous ces problèmes. Et ça a joué ces problèmes de nationalité. Très bien, c'est une donnée très importante. Oui, oui. Et qui n'est pas fini, qui n'est pas fini parce que les Grecs, quand on leur parle de la Macédoine, et puis c'est vrai que en Macédoine du Nord, puisqu'on dit comme ça, assez légitimement, je trouve personnellement, mais enfin, ils appellent la Macédoine grecque la Macédoine de l'Égée. Ils ne disent pas Macédoine grecque, ils disent Macédoine de l'Égée, et ils ont toujours eu l'ambition de s'approprier Salonique, qui est la capitale évidemment de la Macédoine. Donc je pense que c'est ce qui explique que Zachariadis se soit prononcé pour le Cominform, peut-être ayant peur que Tito prenne trop d'emprise sur l'armée, sur les. Puis il y a eu un vrai appel des capitaux américains parce qu'ils ont donné plus en 48-49, mais ça on le voit très bien, c'est un facteur très très important de la politique de Tito. C'est-à-dire que dès 1946, il est extrêmement sensible à la pression américaine. C'est pour ça d'ailleurs que... Britannique, je dirais britannique. C'est les Britanniques qui ont servi d'intermédiaire. Oui, mais américaine. C'est ce que dit Whitner en tout cas. Oui, mais... Ah non, Whitner... c'est ce que disent les Yougoslaves. C'est les États-Unis là qui font les yeux doux à Tito et les yeux doux d'ailleurs vont finir par fonctionner. Et ça explique d'ailleurs la très très grande douceur de Tito à l'égard de l'épiscopat croate, l'archevêque de Zagreb, dont tout le monde s'attendait à ce qu'il soit condamné à mort et qui n'est pas condamné à mort et qui descend en fin 1946 est envoyé très tranquillement au Vatican. Ça, c'est la pression. Il est même béatifié, je crois. C'est lui qui a été après, je crois qu'il est Oui, bah oui. Carrément. D'actualité, il n'y en a pas. Je suis historienne, je peux parler du Moyen-Âge si j'ai envie. Oui, non, mais bon, d'abord on me l'a demandé. On m'a dit c'est dommage que tu t'arrêtes là. Bon, et puis, j'ai fait pourquoi? Parce que c'est pas connu en France. Et ça me semble très important parce que, notamment, ça éclaire. L'histoire de. Moi, ça m'a toujours étonnée que parmi les mensonges qu'on raconte dans les manuels scolaires et tout ça, il y a celui-là, Truman, qui va défendre la liberté, etc. Bon, quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, ce qu'était la Grèce à ce moment-là, donc si vous voulez, j'étais prof d'histoire. Donc ça m'énervait beaucoup quand on présentait les origines de la guerre froide et qu'on ne savait pas du tout ce qui s'était passé en Grèce et qu'on pensait qu'il y avait eu un coup d'État communiste ou je ne sais quoi, alors que je savais très bien ce qu'avait fait Churchill, etc. Donc c'est ce qui m'avait poussé à écrire d'abord le premier livre, pour parler de décembre 1944. Et puis ensuite, une fois que j'ai trouvé qu'effectivement, j'ai eu du mal parce que quand j'ai fait le second livre, ça m'a obligée à regarder un petit peu plus ce qui se passait du côté fasciste. Et j'aime tellement la Grèce que j'arrive pas à m'imaginer qu'il puisse y avoir des fascistes aussi terribles et aussi assez nombreux finalement en Grèce. Donc j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. Mais après, oui, je me suis dit que, oui, c'est pas connu, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pas d'actualité. Le premier livre était d'actualité. Il est paru en 2012, et c'était le début de la crise grecque. Donc, les gens s'intéressaient beaucoup à la Grèce. Là, je dois dire que je ne sais pas si... j'espère qu'il n'y aura pas d'autres crises en Grèce. La situation actuelle suffit largement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que vous me demandiez. Oui. Et est-ce que c'est l'histoire d'une défaite? Alors oui et non. C'est une défaite militaire, mais pas idéologique. En fait, la gauche grecque est restée forte pendant alors il y a eu l'exil, il y a eu le régime
qui est resté très réactionnaire jusqu'à la dictature des colonels en 1974. Bon, après, c'est autre chose, c'est vrai. Mais l'idéologie de gauche est restée très forte. L'EDA, le parti de masse créé par les communistes dans la clandestinité, mais avec donc une organisation de masse, voilà, c'est 1951, c'est 2 ans après la... Voilà, dire que toutes ces idées-là, elles n'ont pas disparu. Et en même temps, moi je trouve que c'est très d'actualité parce que la Grèce, c'est un véritable test de ce qu'on nous nie tout le temps. On nous explique toujours que finalement, il y a le camp socialiste, qui est le camp de la contrainte, de la terreur, etc., et qu'il y a le camp démocratique. Quand on connaît l'exemple de la Grèce, on sait que la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne n'y est pas parvenue, on sait que l'impérialisme américain a eu la force d'imposer une solution de force avec un rapport de force écrasant, opposé, et par conséquent a empêché, alors qu'on nous rebat les oreilles de l'exemple polonais, la malheureuse Pologne écrasée par les soviets, etc., mais on ne nous dit jamais qu'il y a eu un coup de force contre la Grèce, britannique d'abord, américain ensuite, et ça, je trouve que c'est tout à fait d'actualité, hein, parce que montrer que jamais, depuis que les États-Unis contrôlent une partie importante du monde, jamais un parti communiste n'a été en mesure, même quand il l'était nationalement, de s'imposer, je trouve que ça balaie le discours bien poli, bien mignon sur la démocratie d'un côté, la dictature et la terreur de l'autre. Moi, je pense que la Grèce est vraiment une grande question d'actualité, mis à part le fait, évidemment, qu'un historien peut toujours parler du Haut Moyen-Âge. Justement, ça me permet de dire que la Grèce, en fait, a servi de test pour beaucoup de choses. Van Fleet, au moment où il est arrivé, il a dit la Grèce est le laboratoire de nos opérations futures. Et c'est en Grèce qu'on a commencé. Alors bon, ça avait commencé aussi dans l'Empire colonial français, hein, il faut dire, qu'on a commencé à mettre au point, comme on était en train de le faire en Indochine, les principes de ce qu'on appelle la guerre anti-insurrectionnelle, la guerre excusez-moi pour mon anglais, donc je préfère me taire. Bon, guerre contre-insurrectionnelle, c'est un des endroits où on a mis au point celui qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Galula, il était en Grèce. Tout à fait à la fin. Donc, il en parle avec beaucoup de mépris parce que vers la fin, oui, bon. Ça fait partie des tests. Voilà. Et pour la dette, c'est la même chose. Je voudrais dire un mot, une seconde là-dessus. C'est Varoufakis, le ministre de Tsipras, en 2000, je sais plus, 15, qui il a dit ça récemment. Il a dit récemment qu'on lui avait dit à l'époque qu'on s'attaquait à la Grèce, bon voilà, mais que le but essentiel de destruction de l'économie sociale telle qu'on la connaissait, c'était pas la Grèce, où l'économie sociale n'était d'ailleurs pas bien géniale, mais c'était la France. Et donc que la Grèce était vraiment un test pour ce qui devait être. C'est Draghi, voilà, ça y est, ça me revient. Draghi, qui était à ce moment-là à la banque BCE, Centrale Européenne, voilà, BCE, Banque Centrale Européenne, qui lui a dit ça. Il a dit, vous savez, notre vrai but, hein, c'est pas vous, c'est la France. Ben, on y est. Et Van Fleet a appelé la guerre de Corée notre Grèce d'Extrême-Orient. C'est Truman qui disait ça. Oui, mais... Truman, ben, puis peut-être, oui. Après, les autres guerres qui ont eu lieu, les Américains prenaient souvent l'exemple de la Grèce. Il faut faire ce qu'on a fait en Grèce. Mais qui a d'ailleurs, en fait, justement, pas si bien réussi que ça. Parce que d'accord, ils ont vaincu militairement, mais comme je disais, idéologiquement, pas tellement.
Enfin, Pas tellement. ils ont conservé le pouvoir et les, Ils ont forces, oui. et les forces de 44, les forces dirigées, les élites ont conservé le pouvoir. Hein. Les élites ont conservé le oui. pouvoir pendant un certain nombre oui. d'années, c'est vrai. Elles l'ont. Oui. Oui. Et elles l'ont toujours. Et elles l'ont toujours.